Christophe Basile, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Vous êtes le maire de Montbrison depuis 2014. Est-ce qu'après toutes ces années, il n'y a pas une petite lassitude? Il y a eu, c'était d'autant plus un mandat assez difficile et le Covid a beaucoup perturbé les mentalités, beaucoup perturbé les attitudes et j'avoue que cet été, ça a été dur, c'est un vrai coup de mou. L'État est passé par les vacances sont passées par là, l'été est passé par là et en septembre, j'ai été assez surpris, agréablement surpris de la demande des Montbrisonnais, de mes proches, de savoir si enfin je comptais repartir parce que quand même, il y avait encore du boulot à faire et il fallait que je reparte. Et puis finalement, on se prend au jeu, on voit bien qu'il y a des projets qui ne sont pas terminés, qu'il faut faire aboutir. Donc après, dans la tête, ça va vite et puis là, maintenant, c'est parti. Dans l'esprit, dans le regard qu'on a ici à Saint-Étienne, on a l'impression que tout se passe bien à Montbrison. C'est vrai. Est-ce que c'est le maire qui donne cette image de tranquillité, de sérénité, ou alors c'est une atmosphère à Montbrison? Non, je crois que c'est pas que le maire. Le maire est serein parce que là, ça se passe bien effectivement. Là, c'est une ville qui est dynamique. C'est une ville où le taux de chômage est de 5%. C'est une ville attractive. Le commerce fonctionne, même si tout n'est pas si net, mais ça fonctionne. C'est compliqué pour tout le monde, hein, c'est compliqué pour tout le monde, mais voilà, c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est une ville où les gens sont heureux d'y vivre et le cadre de vie est sympa et on se sent bien. Je vous ai rencontré en 2014, je vous ai rencontré en 2020. Est-ce que la part de votre métier, c'est-à-dire vous êtes vétérinaire, est-ce qu'il y a encore une grosse part dans votre emploi du temps de vétérinaire? Toujours la même, je travaille 4 demi-journées et Ouais. depuis 2014 c'est le cas et ça n'a pas changé ça. Toujours la même passion pour votre métier ou alors on est plus dans la politique aujourd'hui? Ah non, je suis toujours passionné par mon métier, c'est des métiers passion. En plus, on a beaucoup de chance avec mon épouse parce que notre fille, notre dernière, fait le même métier et probablement, si elle est toujours dans la région, on pourra prendre en plus la suite du cabinet. Donc, on est très, très motivés pour le métier. C'est d'ailleurs pour ça que je me contente, entre guillemets, d'être maire de Montbrison, président de Loire-Forêt Agglomération et pas d'autres mandats. Justement, vous êtes maire de Montbrison, vous êtes président de Loire-Forêt Agglo. Ça vous prend quelle est la répartie du temps finalement entre ces trois métiers? Ou trois fonctions peut-être? On va dire que c'est 25% le métier de vétérinaire et après ça se partage à égalité entre la ville et l'agglo. Les journées sont quelquefois un peu longues, on va dire qu'elles font 6h, 23h, donc c'est chargé mais c'est passionnant. Alors j'ai vu aussi sur les réseaux, et moi-même, on a du mal avec le mot forez. Nous à Saint-Étienne, on dit forez, et il paraît qu'il faut dire forêt. Oui, Quel est le terme exact finalement? C'est forêt. Forêt, c'est lié à la forêt. Non, c'est FOREZ. Ouais, ça n'a rien à voir. Le Z ne se prononce pas. Le Z ne se prononce pas. D'ailleurs, on a une marque touristique portée par Loire-Forêt Agglomération et Forêt Est qui est Rendez-vous en forêt. FOREZ. Donc, est-ce que vous jouez sur le fait que la forêt, le vert, ça a un dynamisme aussi? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie. Non, le rendez-vous en forêt, c'est plutôt... alors c'est vrai qu'on a une place de la forêt qui est relativement importante hein, sur la forêt agglomération, mais en fait on parle de rendez-vous en forêt parce que quand on dit simplement la Loire, on ne situe pas la Loire. On parle toujours des châteaux voilà, et de Nantes. Exactement, donc on se distingue un peu en mettant en avant cette partie de la Loire qui est le forêt et finalement ça marche plutôt pas mal. Continuons ensemble, c'est votre slogan. Oui. Est-ce qu'au bout de 2 mandats, il y a encore des choses à réaliser? Il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps, si j'ai bien compris. Il y a d'autres envies? Oui, il y a des choses qui restent à faire. Il y a aussi des méthodes aussi à faire évoluer. Vous savez, quand on est tout le temps la tête dans le guidon, on a du mal des fois à prendre du recul. Là, la liste est renouvelée à 50%. On a une fraîcheur, elle s'est rajeunie. On a beaucoup de jeunes sur la liste, beaucoup d'engagement de jeunes gens. Et leur regard neuf, leur regard un peu, et sans être péjoratif ni taquin, mais un peu innocent en fait quelque part. Naïf. Naïf. Ça donne du peps et ça nous montre aussi que on n'a pas tout fait, on ne sait pas tout. Et ouais, ça redonne un peu d'humilité et c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça a été compliqué de refaire une liste? Non. Vous avez parlé de 50% de renouvellement, ouais, c'est ça? Non, j'ai pas eu de mal du tout. J'ai même plutôt plus de gens qui voulaient être sur la liste que de places. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va créer des conseils de quartier, on va créer un comité local d'analyse prospective qui est un comité un peu particulier composé de gens qui se sont peut-être déjà investis pour la ville, qui n'avaient plus envie d'être élus, mais qui ont envie de porter leur contribution. J'ai par exemple l'ancien président de l'université de Saint-Étienne, Robert Fouquet, qui va mener ce comité, l'ancien maire Philippe Venn qui a souhaité y être aussi. Donc voilà,
des pistes de réflexion qui font qu'on va essayer d'emmener beaucoup plus de monde vers les projets, de les construire avec eux. Et je le redis peut-être une deuxième fois, je le redirai peut-être souvent au cours de cette interview, mais je peux vous assurer que c'est passionnant. On découvre énormément de choses, on découvre des métiers, on découvre des talents. Et je souhaite à tout le monde de s'engager dans la vie politique, je le souhaite vraiment, parce que on entend trop souvent la crise de l'engagement, mais c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et le fait de faire un homme, une femme, la parité, est-ce que ça a été compliqué là aussi, ou alors il n'y avait aucun souci, il y avait suffisamment de bonne volonté? Non, suffisamment de bonne volonté. Vous savez, j'ai une association qui s'appelle Montbrison Moins pour tous, qui est composée de 150 personnes aujourd'hui, qui est un vivier d'idées. Ils sont extrêmement motivés pour participer à la vie politique et à la vie publique de Montbrison. Et non, j'ai pas eu de mal du tout. La parité, ça fait longtemps que ça existe dans nos communes, donc ça n'a pas été un problème. Les Montbrisonnais, quand ils vous rencontrent dans la rue, dans les rues, sur le marché, qu'est-ce qu'ils vous demandent finalement? Quelles sont les préoccupations des Montbrisonnais aujourd'hui en 2026? Alors, il n'y a pas si longtemps, ils me demandaient si je repartais. Bon, maintenant, ils savent que je repars. Il y a quelques semaines, ils me demandaient qui j'avais mis sur ma liste. Maintenant, la liste est dévoilée. Leur préoccupation, c'est que Montbrison reste préservé et ne prenne pas certaines dérives que l'on peut voir dans d'autres villes. Donc, par exemple, ils sont très attentifs à l'évolution de la sécurité. C'est un sujet, alors qu'à Montbrison, très franchement, mais on observe quand même une petite détérioration, un peu plus d'incivilité, un peu plus d'incivilité, puis d'incorrection. Voilà, si, il faut ramasser les crottes de chien, non, il ne faut pas mettre la poubelle dehors, n'importe où, et il ne faut pas rouler trop vite, il ne faut pas que les vélomoteurs fassent du bruit. J'ai envie de vous dire, c'est des règles élémentaires pourtant. C'est des règles élémentaires, mais on voit bien qu'il y a un petit glissement de cette société, donc une dérive. Donc il faut qu'on agisse, et c'est la raison pour laquelle on renforce les effectifs de la police municipale, on renforce la vidéoprotection, on fait plus de prévention, on continue le rappel à la loi quand les adolescents font un peu des bêtises. Et finalement, ça marche, on arrive à contenir les choses, mais il faut s'y mettre. Voilà, quand on a des individus marginalisés dans le centre-ville, pour tout vous dire, on en a maintenant 9 sur Montbrison, on les connaît parfaitement, il faut savoir les accompagner, puis il faut savoir les sanctionner. Quand ils dérangent des commerçants toute la journée, c'est pénible et il faut intervenir. Voilà, ce qu'ils me demandent, c'est ça, c'est que Montbrison reste cette ville qui est attractive, dynamique et où il fait bon vivre. On a parlé de votre liste, par équité, on n'a pas cité votre adversaire, si on peut en dire un mot. Je veux bien en dire un mot. Jérôme Payère a monté une liste de gauche, citoyenne, écologiste. Il oublie de dire qu'il y a LFI dessus aussi. Voilà, c'est quelqu'un que je connais qui a été conseiller communautaire délégué sous le mandat précédent et connaît la chose publique. Là, on est dans une élection municipale. Est-ce qu'il y a encore, à Montbrison, est-ce qu'il y a encore ce clivage gauche-droite, ou alors on est tous ensemble à essayer de faire que Montbrison soit quelque chose de bien, soit quelque chose d'attractif? Sur notre liste, il n'y a pas de gauche-droite. Ouais. C'est une liste citoyenne, éclectique. Je ne leur ai pas demandé à quel parti ils appartenaient. Preuve en est, je vous ai cité Robert Fouquet tout à l'heure, c'était un ancien adjoint de Liliane Faure, du Parti Socialiste. Donc voilà, on a une liste très ouverte. Bon, je constate que pour l'adversaire, par contre, non, il a décidé de faire une liste, pour le coup, qui est politique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après marché? Je parle du marché qui a eu bien évidemment la gloire sur TF1. Clairement, il y a un avant et un après. Il y a eu 8 millions de vues sur ce fameux direct de 13h sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Alors, il y a eu un avant et un après, mais l'après a duré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre marché, c'est 20 à 25 000 personnes chaque samedi matin à Montbrison. Tout au long de l'année, où il y a des périodes peut-être plus de monde l'été? Oui, plutôt 25 000 l'été et plutôt 20 000. Mais l'écart n'est pas du simple au double. Et c'est impressionnant. Et c'est un poumon économique pour Montbrison, à tel point que le chiffre d'affaires du commerce de centre-ville de Montbrison est plus important que le chiffre d'affaires de notre périphérie. C'est assez unique en France. Alors on a nos 300 commerçants de centre-ville, bien évidemment, mais le marché compte beaucoup dans la balance commerciale. Et les producteurs sont heureux de vendre sur le marché de Montbrison. Il y en a de plus en plus. Il faut savoir également que ce marché, il est vraiment le symbole de quelque chose de particulier sur notre aglo. C'est l'interdépendance et la complémentarité entre les communes. Montbrison, à Loire-Fort-Agglomération, n'a pas la majorité à elle toute seule. C'est un peu différent de Saint-Étienne Métropole, où Saint-Étienne pèse très très lourd sur le Saint-Étienne Métropole. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens
pas beaucoup de maires regrettent un petit peu. Chez nous, on est obligé de composer dans la gouvernance déjà. C'est ce qui est bien, c'est la démocratie. Et en plus, sur le marché, finalement, on voit bien que les producteurs autour, au plus ils gagnent leur vie, au plus ça fonctionne, au plus ça ramènera du monde sur le marché de Montbrison. Donc nos communes rurales, au plus elles sont dynamiques, et au plus Montbrison sera dynamique. Et au plus Montbrison est une locomotive qui tire tout le monde, et au plus tout le monde y retrouve son compte. Donc en fait, on dépend vraiment les uns des autres, et on n'a aucun intérêt à se tirer dessus. Quand on se balade, quand on déambule dans les rues de Montbrison, on voit très peu de locaux vacants. Est-ce que vous avez une solution miracle ? C'est son attractivité. Aujourd'hui, le commerce fonctionne. On a 7% effectivement de locaux commerciaux vacants. On en a un peu plus en habitat. On a 13-14% en habitat, mais tout simplement parce que l'habitat il est au-dessus des commerces. Et le loyer du commerçant suffit à la rentabilité de la maison. Et du coup, les logements au-dessus ne se louent pas. Donc ça, on est en train d'y travailler. Alors on a, c'est vrai, peu de vacances, mais il y a une chose, un phénomène qui apparaît, qui est récent, devant la difficulté économique que nous vivons tous, c'est le turnover. On a un peu plus de turnover sur certains locaux parce qu'ils sont un peu petits et là ça demande un travail de la part de la ville d'essayer de faire un renouvellement urbain, c'est ce qu'on pratique, c'est-à-dire qu'on rachète des ténements entiers pour les faire un petit peu plus grands et ensuite on les revend ou on les loue à des commerçants. Le fait que vous soyez une ville très attractive, est-ce que les grandes enseignes vous contactent pour s'implanter ? Parce qu'il y en a suffisamment, mais j'imagine qu'il y a toujours des demandes. Oui, on a là l'aménagement d'une zone où il y a effectivement des enseignes qui vont arriver. On a probablement l'arrivée d'un Conforama, par exemple. Voilà, certaines enseignes, on les souhaite. Ouais. Typiquement, Conforama, c'est une offre que nous n'avons pas sur le Montbrisonnais et ça évitera aux Montbrisonnais justement de venir à Saint-Étienne, de faire des mouvements pendulaires qui augmentent nos mobilités entre la plaine du Forêt et Saint-Étienne Métropole. Donc voilà, pour éviter l'évasion, c'est plutôt pas mal comme destination. Puis il y a d'autres destinations qu'on ne souhaite pas forcément parce que ça concurrence inutilement. Vous verriez le nombre de boulangeries que nous avons à Montbrison, c'est assez impressionnant. J'y vais régulièrement, donc je les vois, les boulangeries. Alors, c'est incroyable, on doit manger plus de pain qu'ailleurs, mais ma foi, et chacun a priori trouve son compte. Les gens qui viennent aujourd'hui en balade à Montbrison, ils viennent pour justement se bien vivre. Est-ce qu'ils viennent aussi encore pour l'histoire ? Parce que Montbrison, c'est toute une histoire. Ouais, c'est une ville patrimoniale qui est très belle. Alors, le patrimoine, je pense qu'il est visité une fois qu'on y est. Ouais. Les gens viennent dans le Forêt essentiellement pour le sport nature, pour se balader dans nos campagnes et profiter éventuellement de la montagne. Donc c'est véritablement ça l'objet du tourisme sur Montbrison. Et une fois qu'on y est, on découvre les paysages, on découvre les pépites que nous avons. C'est vrai à Montbrison, mais c'est vrai dans les villages. Vous allez à Montarcher, c'est absolument magnifique. Avec une eau qui est très réputée d'ailleurs. Ah bah oui. L'eau de Montarcher, j'en fais de la pub d'ailleurs. Elle est finement pétillante, alors elle est naturellement non pétillante. Elle est rendue pétillante ensuite, et il y a eau plate et eau gazeuse, et elle est très très bonne effectivement. On a parlé du marché avant et après. J'ai souvenir aussi que le président de la République est venu à Montbrison. Est-ce que là aussi il y a eu un avant et un après ? Est-ce que ça vous a mis encore plus dans la lumière ? Alors ça n'a pas été la même façon les retombées. Aujourd'hui, la venue d'un président de la République a été très opportune pour ouvrir un carnet d'adresses parisien assez incroyable. Quand vous avez le président de la République qui vient, vous avez tous les cabinets autour qui vous contactent. Et dans le dispositif Cœur de Ville et Petite Ville de demain, et avec la Carrefour Agglomération, ça a énormément compté dans le relationnel parisien. Aujourd'hui, on est très régulièrement cité en exemple. Je vais très régulièrement à Paris autour de tables rondes pour montrer les expérimentations qu'on a faites, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et c'est très enrichissant pour nous, puisque là, effectivement, ça nous permet de rencontrer des groupes comme Enéal, comme la Banque des Territoires, comme Action Logement, et on les a en direct. Et c'est facilitateur, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre avec le président de la République ? J'imagine qu'il y a eu des échanges sympathiques. Oui, beaucoup d'échanges. C'est un homme effectivement sympathique. Je dirais juste une chose, c'est moi pendant ce moment-là, pendant toute une après-midi, j'avais mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, j'avais des SMS sans arrêt, et j'ai pu constater que le président de la République n'était pas embêté de la même façon par le téléphone. Donc j'en ai déduit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui et qui filtrent. Voilà. Après, c'est une belle opportunité pour la ville de Montbrison d'accueillir un président de la République, puisque le dernier était tombé du train, il n'était pas arrivé jusqu'au bout. Celui-ci est arrivé jusqu'au bout. Et il faut se rappeler pourquoi il est venu. Il est venu parce qu'on a réhabilité une friche de 40 ans, d'1,5 hectare, qui était les jouets GG, qui était internationalement connue. Et c'est une prouesse que les partenaires privés aient réussi à sortir ce projet. Et avec humilité, nous, on était propriétaires du terrain, il a fallu négocier pour acheter
les parcelles qui étaient autour. Mais après, c'est vraiment l'intelligence collective et l'intelligence de nos entreprises locales, privées qui ont sorti le projet. Et c'est tout à leur honneur. Et aujourd'hui, on a un résultat qui est magnifique. Aujourd'hui, on a quoi finalement sur cette friche alors? Parce que On a Saint-Étienne, on a une vision mais un peu floue. 60 logements, une crèche, un restaurant scolaire, un pôle médical, la halle du marché, un marché, alors c'est pas le marché de Montbrison, mais c'est le marché de Moin qui est accueilli ici. Et puis on a des logements qui sont pour personnes âgées en location, pour salariés en location, pour personnes âgées en accession sociale et enfin en accession libre pour monsieur et madame tout le monde. On a un événement aussi qui est de retour à Montbrison depuis 2 ans, je crois, c'est la foire. Et si j'ai bien compris, c'est un peu à votre initiative. La foire économique, on cherchait, c'était dans le programme, on voulait recréer une foire économique. Et l'attractivité de Montbrison a fait que, alors que Montbrison cherchait à organiser cette foire et était prête à payer, finalement, à être l'organisateur, il se trouve que l'attractivité de Montbrison a renversé la vapeur et c'est une équipe de Rouennais qui organise des foires économiques un peu partout en France, qui s'est proposé d'organiser ça et qui loue les installations à Montbrison. Donc c'est des professionnels qui organisent cette foire. Ça s'est très très bien passé avec eux, une très très bonne coopération. Priorité effectivement aux exposants montbrisonnais. Le savoir-faire montbrisonnais en avant. Voilà. Et puis ensuite, pour tous les stands qui restent libres, bien sûr, c'est ouvert à la commercialisation. C'est de vrais pros, je les remercie d'ailleurs. C'est Spacom, la société qui installe cette foire, et c'est très agréable de travailler avec eux. Vous avez dit que vous vouliez faire encore mieux, ce 3e mandat, si vous êtes élu bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux et quels sont les projets que vous n'avez pas faits, que vous avez très envie de mettre en avant? Mais écoutez, si les Montbrisonnais me font confiance, dans 15 jours, je vais pouvoir... dans 15 jours. Dans 1 mois et demi, 2 mois, je vais pouvoir inaugurer le Théâtre des Pénitents. On est presque dans 15 jours pour les élections. Ouais. Et ça sera un grand plaisir d'inaugurer cette réhabilitation qui est absolument superbe. Et on aura un théâtre augmenté en jauge à 320 places, ce qui est vraiment très très bien pour la ville de Montbrison. Et puis surtout, il faut que j'arrive à sortir le projet du Château Lachèze. C'est un échec du mandat précédent. Et on n'y arrive pas, c'est compliqué. C'est quoi le projet pour les Stéphanois qu'on Eh bien, c'était un lieu de gastronomie, hôtel et restaurant. Ouais. Mais la réhabilitation est très très onéreuse et pour l'instant le modèle économique ne tourne pas, donc il faut qu'on soit un peu plus inventif. Donc on va se remettre au travail. On va réhabiliter notre collégiale Notre-Dame, créer un parking en silo de 200 places à proximité des boulevards, puisqu'on a des problèmes d'engorgement de voitures. C'est bien, l'attractivité, c'est super, mais voilà, des fois c'est un peu engorgé. On se garer le samedi matin. Voilà, c'est un peu difficile. Et puis réhabiliter également notre ancien tribunal qui nous a été donné par le département, qui ne souhaitait pas le garder, parce que je pense qu'il n'en aurait rien fait, donc pour le coup on l'a récupéré et on va s'en occuper. Donc il y a encore pas mal de projets. Oui, beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a une note, un point écologique là-dedans? Est-ce qu'on va mettre plus de verre, plus d'arbres? Est-ce que c'est prévu aussi? On va continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. On a inauguré le pré du Puy il n'y a pas si longtemps. C'est la fin du mandat. Au début du mandat, on avait le parc des Thermes. La nature en ville est présente et presque plus que jamais. Donc on va poursuivre le travail qui est entamé déjà du mandat précédent. C'est pas nouveau pour le coup, c'est un fil rouge que l'on mène. En fait, il y en a qui parlent beaucoup d'écologie, ouais. Nous on la pratique. Ce qui est mieux généralement. En général, c'est mieux. Vous êtes aussi président de Loire-Forez, donc agglo, de Loire-Forêt, oui, j'ai les sotiques de dire Forêt, donc. Moi, je voulais savoir un peu aujourd'hui quel est le rôle de toutes ces agglos, parce qu'on ne sait plus très bien qui fait quoi avec le département. Est-ce que c'est un doublon ou alors est-ce que c'est un partenaire? Comment vous vivez ça de l'intérieur? Je vais être très clair, aujourd'hui, sur Loire-Forêt Agglomération, s'il n'y avait pas la communauté d'agglomération, les communes ne s'en sortiraient pas. C'est une agglo assez intégrée, nous sommes au service des communes, le conseil communautaire est composé des élus communaux, il faut que les élus communaux s'emparent de l'agglo, et c'est d'ailleurs l'objectif que j'ai eu en les rencontrant tout au long de ce mandat. Il y a des imperfections, il y a des lourdeurs administratives, bien sûr, mais on se rend compte que finalement c'est une très très belle machine. Je suis très très fier des agents qui travaillent à Loire-Forêt Agglomération et je suis aussi très très fier des élus, de la façon dont ils ont évolué entre 2020 et 2006 dans les rapports à l'agglo. Et je crois qu'il y a eu un grand pas de fait et on a une cohésion qui est plutôt forte. Et c'est ce qui fait notre force d'ailleurs. C'est ce qui fait notre force, puisque quand on travaille main dans la main entre l'agglo et les communes, la synergie elle est là.
Et il y a synergie avec le département alors, ou alors c'est... Ah bah oui, nous aujourd'hui, les relations avec le département et la région sont excellentes, et l'État local aussi d'ailleurs. J'en profite, je sépare bien souvent l'État local, les sous-préfets et les préfets, de l'État national qui patauge, hein, voilà, pour ainsi dire, et qui nous donne une instabilité chez nous. Et nous, on essaye finalement d'être stable, d'être dans une espèce de bulle qui essaie de stabiliser. Là, on a un soubresaut assez brutal avec le département qui est en crise financière forte. Donc on le ressent tous très vite et de façon très importante. Ça veut dire que ça freine certains projets? Ou ça les annule peut-être? Ça peut même les annuler parce que là les finances sont en berne et le département peine à payer les subventions promises. Et certaines petites communes ont du mal à faire le joint et attendent la subvention avec impatience. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne paiera pas, ça veut dire qu'il paye avec retard. Mais au-delà de ça, c'est même le monde associatif qui va être extrêmement touché, puisque le département, et là pour le coup, les gens s'en rendent compte, souvent on oublie l'aide du département. Le président Ziegler avait une formule que j'aimais bien. Il disait que 95% ou 80% des communes disaient qu'elles ne pouvaient pas sortir leur projet sans le département, et les 20 autres pourcents étaient amnésiques. Je trouve cette formule vraie. Je pense que là, il va y avoir une prise de conscience de l'aide départementale qui est unique, je crois, en France, en termes de montant pour l'aide aux communes, puisque ce n'est pas une compétence obligatoire du département. Et si l'aide aux communes s'arrête, et si l'aide aux associations s'arrête, ça va vite se sentir. Aujourd'hui, avec toutes les agglos, on a l'agglo de Saint-Étienne, on a l'agglo de Loire-Forêt, on a Roanne. Est-ce que le département a un sens encore aujourd'hui, avec en plus là, au-dessus la région? Écoutez, je crois qu'il y a des compétences qui restent départementales, qui doivent rester départementales. Je trouve que la porte d'entrée sociale, elle est extrêmement importante. Si on ne veut pas avoir un pays qui est quand même trop fracturé. J'entends parler souvent de décentralisation. Oui, il faut donner plus de liberté aux communes, sans doute. Oui, aux communes, je dirais au bloc local. Agglo et communes, pour moi, c'est le même étage en fait. C'est pas deux étages différents. Mais attention, c'est-à-dire que si chacun fait comme il veut, on va se retrouver avec une inégalité des habitants face à certaines situations qui peuvent être importantes. Et je pense que d'un point de vue social, il est important de garder une maîtrise départementale des choses. Est-ce qu'il y a aussi des similitudes avec Saint-Étienne Métropole? Vous travaillez ensemble, vous vous consultez, ou alors vous êtes complètement séparés? Alors, je suis président du schéma de cohérence territoriale, donc le SCOT, qui permet de préparer les documents d'urbanisme pour les 20 ans à venir dans le cadre de la loi ZAN. C'était déjà l'occasion de se rencontrer. Techniquement et politiquement, on a beaucoup de liens avec Saint-Étienne Métropole. Je rappelle qu'on a le syndicat, le CIDEMER par exemple, qui est le syndicat des ordures ménagères, qui est présent et présidé par François Driol, avec qui les rapports sont bons. On a beaucoup d'interactions entre les... Après, politiquement, je ne vous cache pas que l'affaire Perdriau a quelque peu perturbé les relations politiques. Néanmoins, je pense aussi aux mobilités. Il y a des contacts étroits entre les services de Loire-Forêt Agglomération et les services de Saint-Étienne Métropole. On travaille ensemble. Je pense que ça sera plus fluide après les élections prochaines, du moins je l'espère. On verra ça à partir du mois de mars. Dernière question, Montbrison, on est en 2026. Si vous repartez pour un mandat, ça nous projette en 2032. Comment vous imaginez, comment vous projetez Montbrison en 2032? Vous le voyez comment? Eh bien, je vois à Montbrison... alors, c'est pas très glorieux ce que je vais dire, mais il va y avoir un enjeu majeur, c'est le vieillissement de la population. Oui. Et on va voir un Montbrison vieillir, mais comme partout. Oui. Et on va voir un Montbrison avec moins de jeunes dans les classes, puisque je ne vous fais pas de dessin, 1,6 de taux de démographie aujourd'hui en France. Il va y avoir une chute relativement importante de nos effectifs scolaires. Donc je vois un Montbrison plutôt apaisé, plus vert, toujours aussi dynamique économiquement, mais avec le souci de mieux accompagner nos aînés. Ça veut dire que vous allez faire rentrer de nouveaux habitants plus jeunes à Montbrison? Il y aura ce genre de campagne ou alors ça se fera naturellement? Non, je pense que ça ne se décrète pas. Il n'y aura pas de communication pour attirer les jeunes. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. On essaye d'abord de garder les jeunes sur notre territoire. On a un foyer jeunes travailleurs aujourd'hui qui permet de les aider. On a une école d'infirmières. On vient d'avoir le Centre national des arts et métiers qui a créé des filières pour l'enseignement supérieur. Donc on essaye de garder les jeunes sur notre territoire pour pas qu'ils partent trop tôt. Et puis je crois par contre que nos jeunes qui partent, ils ont bien envie de revenir. En tout cas, il y en a un paquet qui reviennent. Et je vois on voit la population de Montbrison augmente régulièrement. C'est pas non plus un raz-de-marée, mais elle augmente régulièrement. Et on voit bien que les gens sont attirés à revenir vivre et travailler sur Montbrison. Je ne peux pas vous laisser partir sans dire un mot sur l'emblème de Montbrison.
La fourme. Et voilà, vous avez deviné où en est la fourme. Moi, je vais régulièrement sur des salons et je vois la fourme de Montbrison. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec les gens qui la présentent. Est-ce qu'il y a des débouchés autres? Est-ce qu'on vous parle de la fourme? Comment ça se passe aujourd'hui pour la fourme de Montbrison? Il y a d'ailleurs une manifestation qui est en septembre à peu près. Le premier week-end d'octobre, oui. Voilà, j'étais pas loin. Premier week-end d'octobre, les fêtes de la fourme de Montbrison, 80 000 personnes. C'est énorme. C'est plusieurs tonnes de fourme vendues à ce moment-là. Mais la fourme a un tonnage depuis les 3 dernières années qui se stabilise un peu à la baisse, mais qui a jamais été aussi important en fait. Donc elle se porte bien. On l'exporte bien, on essaye de l'exporter encore mieux. Le syndicat de la fourme fait un gros travail pour cela. Et puis nous, vous savez, on a les compagnons de la fourme, qui sont une compagnie qui fonctionne bien aussi, qui est très dynamique, et ces fameuses journées de la fourme. Vous savez qu'on a un événement qui nous met en avant dans toute la France aujourd'hui, c'est le marathon de la bière. Je l'ai vu passer aussi. Incroyable manifestation, on en est à la 4e édition. Ça consiste en quoi exactement? C'est 3 épreuves officielles de 10, 21 et 42 km. Ouais. Alors, et avec des postes de ravitaillement avec de la bière. Mais pour ceux qui sont sérieux et qui courent, il y a des champions qui viennent et ils font le marathon dans des temps qui sont des temps nationaux. C'est à quelle période, ça, à peu près? À Pentecôte. Le week-end de Pentecôte. Et là, notamment, on attend, j'espère qu'un jour, nous allons avoir un championnat de France marathon. Il faut savoir que c'est le seul marathon officiel de la Loire. 42 km dans la Loire quand même. Il fallait... on ne pouvait pas faire 43 de toute façon. Il fallait que ce soit 42. Et puis, voilà, il se fait à Montbrison. J'en suis très très fier. Je salue d'ailleurs les organisateurs. Ils sont brillants. Et voilà, c'est quand même quasiment 50 000 personnes là encore au moment de la Pentecôte. Ça vient de toute la France, ça vient de toute l'Europe. Il y avait même un Chinois l'année dernière qui courait le marathon. Donc vous avez tout un tas d'événements tout au long de l'année qui font vivre Montbrison. Il n'y a pas que la fourme, il n'y a pas que le marché, il y a plein d'autres choses intéressantes. Et le 6 août 2026, le départ du Tour de France Femmes avec Swift à Montbrison. Là encore, le Tour de France Femmes, peut-être qu'il va nous annoncer le Tour de France Hommes une année future, mais en tout cas on va profiter pleinement du 6 août parce que c'est un très très bel honneur que de recevoir cette étape. Donc si je conclus bien, on peut retrouver la fourme tous les samedis matins au marché. Tout à fait. Le grand marché si célèbre. On va sûrement le retrouver aussi à la foire qui aura lieu au mois d'avril. Tout à fait. La date exacte, c'est... la foire, je n'ai pas la date exacte. C'est autour du 10 avril, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et il y a tout un tas de choses à faire. Et on n'oublie pas aussi, il y a la culture à Montbrison. À Canoveau Théâtre. Et également l'histoire. Ah oui, avec notre patrimoine. Les prochains spectacles que vous nous conseillez, il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qu'il faut aller voir à Montbrison. Écoutez, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez la saison culturelle à Montbrison. Christophe Basile, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis j'ai envie de finir avec une petite phrase que chaque fois quand j'entends parler de Christophe Basile, elle me revient en tête. Quand je vous ai reçu à la radio, je vous ai dit comment ça s'écrit Basile. J'ai dit je mets 2 L, vous m'avez dit non, un suffit, j'ai pas besoin de m'envoler. C'est ça, exactement. Elle me revient. Vous avez une bonne mémoire. Bonne journée. Bonne journée à vous et merci. Et merci de venir jusqu'à Saint-Étienne. Merci à vous.